Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus. Ces tissus sont composés de molécules assez complexes, d'ADN et autres, qui elles-mêmes sont composées d'atomes forgés dans les étoiles par des réactions nucléaires, de sorte qu'on peut strictement dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Quand vous touchez à votre corps, vous touchez à des atomes qui étaient présents avant la naissance du Soleil, qui flottaient quelque part entre les étoiles et qui un jour se sont retrouvés dans une nébuleuse, une grande nébuleuse qui s'est effondrée, qui a donné naissance au Soleil, au système solaire. It's probably one of the greatest discoveries of our time. Science now holds a story of our origins. It's the same adventure that has been going on for 14 billion years. A story which brings together the universe, life, and man. We descended from apes and bacteria, but also from stars and galaxies. Je pense que le fait qu'au XXe siècle, on ait compris que l'univers a une histoire, c'est le plus grand résultat scientifique de tous les temps. Le discours de la science est incomplet, mais il est précieux. On pourrait dire que la science, c'est une sorte de trésor d'incomplétude. Let's begin our story then. But where does it actually start? Man has always been gazing at the stars, wondering about the origins of the world. But one day, a man saw something no one had seen before him. In 1609, Galileo got the idea to turn his telescope skyward. This instrument served to watch hostile armies at the time. But when he looks into his refracting telescope, he doesn't realize yet that he is making a prodigious time travel. A journey into the story of the universe itself. Ce que l'astronomie a découvert il y a quelques siècles, c'est que quand on regarde dans le ciel, on voit non pas l'univers tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était dans le passé. La lumière voyage avec une vitesse qui n'est pas infinie. Ça met du temps pour que des images de telle ou telle galaxie ou tel astre nous arrivent. Donc, quand on regarde cet astre, on le voit tel qu'il était au moment où cette lumière était émise, ce qui peut être 8 minutes pour le Soleil, ce qui peut être quelques années pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu, ce qui peut être quelques milliards d'années pour les galaxies que l'on voit avec les télescopes. Do you think we can change the world? Without the help of a telescope, we would only know one moon, 6 planets, and a few thousand stars. The observatory of the Peak du Midi is located approximately 3,000 meters in altitude in the Pyrenees. For more than a century, astronomers have been observing the universe from increasingly further distances, and therefore further back in time. A telescope is a real time travel machine. Thus, by exploring its story, scientists have discovered that the universe has been evolving over several billion years. Avec un instrument comme celui-ci, eh bien, on observe les étoiles, on observe les galaxies qui sont des grands ensembles d'étoiles. Une galaxie comme la nôtre, il y a 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et ces galaxies, eh bien, on s'aperçoit d'abord, elles sont très loin et elles s'éloignent de nous. This observation will allow science to go back to the very first moments of the Big Bang. In 1924, the American Edwin Hubble discovers for the first time the existence of other galaxies. Then, he makes the connection between the distance separating galaxies and the speed of galaxies racing away. Building on Albert Einstein's theory of general relativity,
he creates the concept of expansion of the universe. The distance between galaxies is increasing, but it does not mean galaxies are moving in space. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse. Mais en fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles. On peut représenter cela comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pudding. Et le pudding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers, ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie est un grain de raisin et ne bouge pas. Quand vous avez deux galaxies qui s'éloignent l'une de l'autre, il ne faut pas imaginer que ces deux galaxies se déplacent l'une et l'autre dans l'espace. En fait, c'est la distance qui les sépare qui augmente. C'est l'espace-temps entre elles qui se dilate. D'accord ? Donc c'est pas une expansion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Évidemment, on a du mal à l'imaginer ainsi, mais c'est très clairement ce que les équations nous disent. Today, the universe is expanding at 20 million kilometers per minute. If the universe swells up, it has to mean it was smaller before. Therefore, if we rewind this scenario, the more you go back in time, the more the universe shrinks, until you end up considering the entire universe like a point, the size of a pinhead. That is what we call the Big Bang, the origin of our universe. This event happened 13.7 billion years ago. This theory of a beginning, of a birth of the universe, has long been debated among scientists. And it's only after an accidental discovery in 1965 that the idea of an original Big Bang was confirmed. It was an accident. Engineers at Bell Telephone Laboratories, developing cell phone technology, discover a whisper in space that is too loud for all of the sources of noise they know about. A deep problem for 5 years that was this radiation left over from the hot early universe. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le document fossile le plus ancien que nous ayons du passé de l'univers. This microwave background noise is actually made of photons, the first glimpse of light that emerged from the Big Bang. These luminous particles, more than 13 billion years old, have traveled to come to us. This real cosmic footprint is evidence of the origins of our universe. A fossil, just as dinosaur footprints convince us that these improbable animals walked on the face of the Earth, so this radiation comes close to convincing us that the universe has expanded from a dense state that could have produced it. Alors ce rayonnement maintenant, d'après la théorie, il a été émis non pas au moment du Big Bang, mais 380 000 ans après. Ça paraît long, mais par rapport à 13 milliards d'années, c'est court. C'est pratiquement à une période où l'univers était à 3000 degrés. The obsession for scientists will now be to photograph this emerging universe. In 1992, a first image is captured by COBE satellite. This exceptional picture leaves no doubt. The Big Bang theory is validated. But it won't stop there. On May 14, 2009, the European Sky Rocket launches Planck satellite, a telescope designed to deliver an image 1,000 times more accurate of this first glow of the universe. It is essentially a telescope which behind it carries some detectors which are taking data from the sky and building an image of the whole sky. Planck is going to look at a radiation which was emitted about 300,000 years after the Big Bang.
At the time that that light was emitted, the universe was about 1,000 times smaller than it is today. The universe was really packed. It was also very hot. On peut dire la lumière fut, c'est vrai, c'est une façon de le dire qui a un petit peu une connotation religieuse que je ne veux pas du tout avoir ici. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a eu cette époque où la lumière s'est séparée de la matière et cette lumière, on la voit toujours avec des instruments appropriés. Quand l'univers était moins âgé que ces 380 000 ans, il était chaud, il était lumineux, mais cette lumière-là était toujours absorbée et réémise par la matière, donc elle n'a pas directement traversé les âges. Before 380,000 years, the universe remains inaccessible to observation. However, scientists have found a way to reconstitute this invisible period of the Big Bang. Par le calcul, on peut savoir, en remontant le temps, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant cette époque. It's during that time that the basic ingredients were forged to form our universe, the first chemical elements. 1 minute and 40 seconds after the initial moment, under a temperature of more than 1 billion degrees, the first atomic nuclei were formed. First hydrogen, and deuterium, then helium. When you inflate a balloon with helium, you're capturing atoms from the Big Bang. When you drink a glass of water, you swallow nuclei of hydrogen atoms as old as the universe. These elements coming from the very first instance are still the most abundant elements in our universe. But where do they come from? What are they made of? Dès qu'on a affaire à des structures composites, c'est-à-dire des structures qui contiennent plusieurs particules, comme les noyaux d'atomes, l'atome lui-même, ou les molécules, ou des choses un peu plus élaborées, plus complexes, on est capable de dire comment, par agrégation de ces constituants, ces objets compliqués ont pu apparaître. These first atoms are made of smaller particles, electrons and quarks. These are the elementary particles. If we want to go back in time, we must split matter in order to find the smallest component of the universe. Quand on remonte vers le Big Bang, on approche d'un moment où tous les éléments, les atomes, les galaxies, les chevreuils sont dissociés en quarks et en électrons. La dernière image que l'on a accessible, c'est une espèce de soupe, de potage de ces lettres qui sont les particules élémentaires. This primordial soup is the keystones of origins. By studying the infinitely small, we come closer to the Big Bang. This is the raison d'être of this mysterious machine, the Great Particle Accelerator of the CERN in Switzerland. This subterranean ring of 27 kilometers launches particles at velocities close to the speed of light. An accelerator, like the LHC, is nothing else than a powerful, a very, very powerful microscope, with which we want to come, first of all, much deeper into the microcosm. We want to understand what are the particles out of which we are composed, and what are the forces in between them. That's one thing. And the second thing is that we come closer with this machine to the origin of the universe. We study the early universe. Vous avez deux faisceaux de particules de très haute énergie qui entrent en collision. Ça veut dire que dans un tout petit volume dans l'espace, pendant un temps très bref, vous recréez dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial.
The objective of this unique experience is to reveal the secrets of matter itself. Studying how matter behaves when it is subjected to high densities and very high temperatures comes down to imagining how our universe formed in a tiny volume 13.7 billion years ago. You can also compare it to what you did as a kid once you wanted to see what is inside something. I mean, if you want to go inside the microcosm, you have to break the thing, so to speak. How close do we get to the beginning of the universe, the so-called Big Bang? Well, we are coming as close as 1/millionth of a millionth of a second. At that precise moment, our universe already contained all the energy necessary to generate everything that surrounds us today. Yet, it was not even the size of a grain of sand, and its temperature was more than 1/billion of a billion degrees. On such scale, our current laws of physics are inefficient. C'est là qu'on en est, mais si avec le nouvel accélérateur ou d'autres encore, on arrive à casser les électrons et à montrer qu'il y a encore tout un monde, que les électrons sont aussi complexes que le système solaire, ce qui n'est pas impossible, on ne sait rien, eh bien évidemment on poursuivra cette histoire. C'est une histoire à faire à suivre. The challenge undertaken by the CERN is crucial for the understanding of origins. The aim here is to comprehend how the universe evolved from the infinitely small to the infinitely great. A huge question remains to be answered, though, that of the initial moment of the Big Bang, that science is unable to describe. It cannot go back to that point neither by observation nor by calculation. But it doesn't mean science has nothing to say about it. Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous, dans les premiers instants de l'univers, était concentré dans un volume infiniment petit. Oh oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit. But then, how can we picture the infinity of the universe in such a small volume? S'il est infini, évidemment, il n'a jamais été petit. Si vous êtes infini un jour, vous êtes infini toujours. Vous ne passez pas du fini à l'infini comme ça. Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, et même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord ? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers. Even when it was very, very young, the universe was already infinite. This is where our mind finds its own limitations. Because if there is a beginning to the universe, here's another vertiginous question. Can we talk about a time zero when everything began? No. Zero is so absolute. I don't think there's a zero. There must be a zero in time, I guess. Nah, that's dangerous. That's a slippery ground. On peut toujours parler d'un instant zéro, à condition d'admettre que la physique ne le décrit pas. If I say that time is only defined at the moment of the Big Bang, then there has to be a zero. But it's an unapproachable zero for us. We will never get to that zero. On peut se poser la question, s'agissant du temps, si l'origine du temps, c'est pas autre chose que du temps. Par exemple, une structure constituée d'événements causalement reliés. Enfin, je ne veux pas utiliser des termes trop compliqués, mais on peut imaginer que l'origine du temps soit non temporelle, c'est-à-dire que ce soit une sorte d'inframonde dans lequel le temps a pu émerger. The issue of time leads us to a dead end. If the beginning of time is inaccessible, can we still ask what was there before the Big Bang? Le Big Bang, c'est l'horizon. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a rien. C'est pas il y avait rien, c'est on n'a rien. On n'a aucune observation, aucune donnée qui nous permette de dire qu'est-ce qu'il y avait avant 13,7 milliards d'années. C'est un peu comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, vous ne vous avisez pas de dire que l'eau s'arrête là parce que vous ne voyez pas. Today, cosmologists dare to venture beyond that horizon.
The goal is more and more vertiginous because they're trying to understand what might have caused the Big Bang. If you ask any working scientist, what about quantum physics? They would at once agree that really we don't know that the universe began with a Big Bang because general relativity, which predicts this, is incomplete. So to me, from the beginning, it was clear that Big Bang would not be there. But the question is, what would replace it? This world-famous physicist designed an arithmetic model enabling him to cross the frontier of the Big Bang. He can then look on the other side of the mirror. The universe in the distant past was large, was actually collapsing, became very, very small, and then expanded out again. Professor Atapuerca described the existence before the Big Bang of a universe similar to ours, but in a reverse evolution. Instead of expanding, it shrank until it reached a point called Big Bounce. That universe allegedly bounced back, giving birth to our universe. In this throat, where it is, so to say, you might say is the smallest, there the continuum fails. There is some fuzziness there, and that is a quantum mechanical tunnel. So my image is that the past branch and the future branch are classical, but they are joined together by a bridge, which is a bridge of new physics. Je ne sais pas si ces théories dites de pré-Big Bang sont les bonnes théories. Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Mais il me semble qu'elles ont ceci d'intéressant que pour la première fois en astrophysique, depuis qu'on pense en termes de théorie du Big Bang, on est amené à rejeter complètement la question de l'origine, à s'en débarrasser ou en tout cas à la rendre inopérante ou sans intérêt, simplement parce qu'on considère que l'univers n'a jamais cessé d'évoluer en passant par des transitions de phase. Everything we see today has a direct connection to the Big Bang. But not everything was decided on that moment. The world wasn't made in 7 days, but evolved over more than 13.7 billion years. This evolution is punctuated by births and extinctions. Nothing disappears, nothing appears, all is changing. Thus, 1 billion years after the Big Bang, first stars were born out of hydrogen and helium gases already present in the universe. Il y a ce nuage de gaz qui s'effondre par sa propre gravité. Et 1000 ans après, on a déjà une proto-étoile qui se forme et qui est tellement concentrée qu'elle commence par rayonner. Et puis la température qui est créée au centre de ce nuage de gaz très concentré arrive à une température d'1 million de degrés ou 10 millions de degrés. Et ça permet de déclencher les réactions nucléaires qui permettent de briller comme toutes les étoiles brillent. These nuclear reactions take place in the core of stars themselves. They generate all the elements present today in the universe, like carbon, iron, or even oxygen. When these manufacturing stars have consumed all of their combustible, they swell up and burst in a supernova. The matter generated in stars is then scattered throughout space. Look at this fascinating history. Simple atoms being born, living there for a long time, gravity taking over, stars falling, making a collapse, detonating nuclear reactions, and then the stars ending their life in a burst, boom, that sends out this supernova explosion. There is calcium, iron, all these heavy atoms come, then they form a planet somewhere, and that is because we are here. It is fascinating. The whole machine is fascinating.
This machine repeats the same cycle endlessly and will produce the 200 billion galaxies that we observe today in the cosmos. Each galaxy is made of several hundred billions of stars. Welcome in your own galaxy, the Milky Way. 4.5 billion years ago, a star was born at the periphery of the Milky Way, the Sun. Clusters of gas break away from the Sun in the making and gravitate around it. This is how the planets of the solar system formed, including Earth. But what characterizes our planet is a phenomenon that scientists still find hard to explain. The diversity of life on Earth shows a well-advanced stage of evolution. But life has started under a much more modest form, making the best of the ingredients distributed by the cosmos. La Terre s'est formée il y a 4,56 milliards d'années. Après sa formation, pendant plusieurs centaines de millions d'années, elle a été bombardée, elle a reçu des météorites, d'énormes météorites avec des flux très importants. Ce flux, il a diminué de façon notable il y a 4 milliards d'années. Et on pense que c'est à ce moment-là que la vie est apparue. Ces météorites, elles étaient aussi bénéfiques en fait pour l'apparition de la vie, parce qu'elles ont apporté les ingrédients nécessaires pour que la cuisine prébiotique, la chimie prébiotique, se fasse sur Terre et conduise à la vie. Dans les comètes, il y a des éléments, ce n'est pas encore du vivant. Il y a simplement des éléments qui ont participé à l'émergence de la vie sur Terre. Une fois que ces éléments sont tombés dans l'eau, se sont assemblés, il faut que ces éléments s'assemblent dans l'eau, un peu comme des briques qui s'assemblent, et ce n'est pas encore du vivant. Therefore, life descends from matter, but how can we prove it? In 1952, an American biologist, Stanley Miller, leads a new experience. In a balloon, he introduces the gases from the primitive Earth, fills it up with water, and heats up the whole, causing sparkles reminiscent of lightning. A week later, a red substance appears at the bottom of the balloon. It contains amino acids. These molecules are the components of life. Stanley Miller causes stupor, but the proof is made. This connection between inert matter and the living is the link between the components of the universe and us. There remains a big problem though. Amino acids are the foundation of the living, but it's still not life. On essaye de transformer cette matière extraterrestre en matière vivante en laboratoire. Pour l'instant, on n'a pas réussi encore. C'est très difficile puisqu'il a sans doute fallu sur Terre, sur la Terre primitive, plusieurs dizaines de millions d'années pour partir des composés simples et arriver à la vie. Et ça, avec notre faible durée de vie de pauvres scientifiques, on ne peut pas le reproduire expérimentalement, bien évidemment. Attempts are underway everywhere in the world in order to clear up each stage of evolution towards the living. Laboratories engage in a frantic race. The challenge is a huge one. Revealing the secrets of life is a priority for science. But the path towards the origins is once again plagued with difficulties. Comprendre l'apparition de la vie sur Terre est difficile parce qu'on n'a pas de traces fossiles de ce qui s'est passé, de l'état de la Terre il y a 4 milliards d'années. On ne peut faire que des suppositions. Tout a disparu. Alors, tout, non, puisque nous sommes ici, nous, êtres vivants. Mais nous, êtres vivants, sommes très différents, sans doute, des premiers systèmes vivants qui sont apparus sur Terre. Scientists have found no trace, no evidence of the first steps of life. After a long archeological research, they ended up finding the most ancient manifestation of life on Earth.
In my hands here I have one of the oldest sediments on Earth. Now this particular sediment was formed underwater, and in every single layer there are traces of microscopic life. We can't see them with the naked eye. This rock formed 3.5 billion years ago, but this is already 1 billion years after the formation of the Earth. The traces of life that we find in it are relatively evolved. These bacteria were already quite complex. To come to that point, primitive forms of life have evolved underwater for over 1 billion years. Science is incapable of precisely reconstituting the different steps of that period. Meanwhile, this mere rock holds the most ancient evidence of life on Earth. These organisms in these rocks are the oldest traces of our ancestors. We evolved from these bacteria by different stages, but these are our direct ancestors. The first bacteria are the ancestors of every living organism. They will prevail during approximately 3 billion years in company of a few primitive algae. 600 million years ago, life experienced a real boom of diversity. Some even call it the Big Bang of life. Cells come together in more complex forms. These first groups of cells form small transparent frost drops. These are the first marine organisms, sponges, small primitive jellyfish. These transformations take place over a few 100,000 years only. Diversity of life is on its way, and it won't stop anymore. The Natural History Museum of Paris constitutes a real catalogue of the living. This classification allows to understand how species vary from one generation to the other. It's the perpetual movement of this natural environment that generates these variations. It is this process that Charles Darwin calls natural selection. Nature has no outline. It doesn't impose any particular plan. Through evolution, species form new branches on the tree of life. Some of them don't survive. Others adapt. And the ape that we are is no exception to the rule. Our existence on this planet is very recent in the evolution of species. Let's try to visualize the 4.5 billion years of our planet in one day. If we assume that Earth appeared at midnight, life started around 5 a.m. and developed throughout the whole day. Around 8 p.m. only come the first mollusks. Then, at 11 p.m., the dinosaurs, who disappear at 11:40, leaving the field open for the evolution of mammals. Our ancestors only pop up in the last 5 minutes of that day. And we arrive at the very last minute. The Industrial Revolution started 100th of a second ago. We have long placed man at the top of evolution. Our family tree then followed a linear progression from a primitive creature towards a perfect being. But this cliché cannot resist the progress of genetics and paleontology. Man did not descend of the ape. He is an ape, among other apes. The quest for our origins is not a straight line, but a puzzling maze.
L'histoire de la famille de l'homme commence parmi des primates qui existent sur Terre depuis 70 millions d'années. On ne sait pas exactement comment la famille à laquelle nous appartenons s'est différenciée des autres il y a peut-être une quarantaine de millions d'années. Mais ce que l'on sait beaucoup mieux, bien qu'il y ait très très peu de fossiles, tout cela repose sur quelques individus seulement, c'est qu'il semble s'être séparé des grands singes africains, gorilles et chimpanzés, à partir de 7 à 8 millions d'années avant nous. This separation with great apes has to do with one criterion: bipedalism. That is, the ability to walk long distances. The first standing individuals can be found in Africa, where a new group of species from which we stem emerges: hominids. That was 7 million years ago. The problem is that among hominids, there's a proliferation of bipedal species. Among them, one is directly related to our branch, but it's difficult to say which. L'évolution, elle est buissonnante. Au début de la formation du genre humain, on voit apparaître une multitude d'espèces différentes. On voit des fossiles très différents les uns des autres. La plupart de ces lignées vont s'éteindre. This is the case for little Lucy, who used to frolic around eastern Africa more than 3 million years ago. This Australopithecus, found in 1974, was long considered as being part of our lineage, before paleontologists challenged this idea. Trying to identify our ancestor is a real brain teaser. Bipedalism is not an exclusive criterion to determine our lineage. And the same goes for the making of tools. 2.5 million years ago, several different species had the same technique. Longtemps, on croyait que l'outil était l'apanage de l'homme. Donc on a découvert Homo habilis il y a plus de 40 ans, un peu différent des australopithèques, même pas mal à certains égards, notamment la taille du cerveau. On avait des outils à côté de lui, donc ça nous semblait tout à fait logique d'en faire un homme. Seulement aujourd'hui, on sait que presque tout le monde utilisait des outils de pierre taillée et on ne sait plus du tout qui a inventé l'outil de pierre taillée. This deer habilis is part of the Homo genus, a smaller branch of species we come from. But he cannot be our direct ancestor. His body type is too different from ours. However, he lived among other specimens, one of which interests us more particularly than any other. Vers 2 millions d'années, arrive un événement considérable qui est l'émergence, au-delà de toute polémique, des vrais hommes, qu'on appelle les Homo ergaster, et il est juste derrière moi. Il est très clair que ce qui caractérise le genre Homo, le genre humain, avec Homo ergaster, c'est une grande taille corporelle, plus longiligne, plus gros cerveau, mâchoire plus ou moins régressée, et ça va continuer jusqu'à nous, et puis surtout l'apparition bientôt de nouveaux outils. Donc Homo ergaster est, quelles que soient les opinions des différents chercheurs, un homme incontestable. We know Homo ergaster thanks to the fossil of an adolescent of 16 years old found in Kenya. Ergaster had style. Excellent biped, he freed himself from the world of trees and can now run long distances, an ideal asset from hunting. Consequently, the Homo genus kind will venture outside of Africa. Jusqu'à présent, depuis 6-7 millions d'années jusqu'à 2 millions d'années, toute l'histoire de notre lignée se déroule en Afrique. Eh bien, à partir de 2 millions d'années, une branche, le genre Homo, se déploie sur l'Afrique, le Proche-Orient, le sud de l'Europe et le sud de l'Asie, et à côté, toutes les autres branches de notre lignée, qui étaient très diversifiées, vont s'éteindre.
Homo ergaster invests new territories because he follows the African wildlife and its environmental community. Encouraged by a global warming, men and animals migrate to the north, as far as here in Atapuerca, Spain. C'est vraiment impressionnant. On a ici le plus ancien site européen attestant la présence des premiers hommes sur notre continent. Et là, ce qui est devant nous, c'est le site d'Elefante et qui remonte à la base à 1,2 million, 1,3 million. C'est la première trace avérée de la présence d'hommes en Europe, ici en Espagne. Of these first Europeans, paleontologists have only found few pieces of skulls and jaws, which were exceptionally well preserved. Just enough evidence to draw their portrait. Alors quels sont ces hommes? Certainement encore des Homo ergaster, mais ils commencent déjà à se modifier et on les appellera les Homo antecessors. Alors il n'est pas certain que ce soit une autre espèce, mais ça veut dire que ça a déjà changé. Homo antecessor prospers in the region for almost 500,000 years. Once again, he evolves over time. A new species of mankind will succeed him. Atapuerca preserves the traces of this evolution. Now we go 400,000 years back in time in the Galleria cave complex. Nous arrivons dans la période qui fait suite à Homo antecessor. Donc après Homo antecessor, se dégage une branche de la lignée humaine qui mène vers l'homme de Néandertal. Mais entre Néandertal et antecessor, voici monsieur Homo heidelbergensis qui annonce l'homme de Néandertal. Donc c'est très important, nous sommes sur une branche de la lignée humaine, du genre humain, qui va venir vers les vrais Européens qu'on appelle les hommes de Néandertal. This fossil found on Atapuerca site is that of a robust man, 5 feet 7 for 200 pounds. But the most spectacular evolution lies elsewhere. The intellectual capacities of this man suggest he already had a language. Donc on a vraiment affaire à des hommes costauds, mais qui plus est, avec un gros cerveau. On arrive à 1100-1200 cm3. Je rappelle que chez nous, actuel, l'homme moderne, c'est 1350 cm3. These men are full of surprises. In a cave 13 meters deep, paleontologists of Atapuerca discover in 1995 the remains of 32 individuals. Access to this cave is very difficult. It is called the Pit of Bones. The bodies of these men, women and children were placed there on purpose. Il s'agit d'un acte volontaire qui consiste à déposer les corps des défunts. Donc c'est une chapelle ardente préhistorique, mais je rappelle 400 000 ans. Et au milieu de tous ces squelettes, que va-t-on trouver? Eh bien, un magnifique biface, un objet symétrique taillé dans une belle matière qui est la quartzite rouge. Manifestement, il n'est pas arrivé là tout seul, et c'est peut-être la première offrande faite à des défunts pour un voyage après la mort, pour les honorer, tout ce que vous voudrez, mais en tout cas, il est très clair que ces hommes, à cette époque-là, vont se poser la question, que signifie la vie après la mort? Et nous avons là les traces les plus anciennes connues dans l'histoire de l'humanité de préoccupations autour de défunts et d'interrogations sur la vie, la mort et le sens de la vie. This first cultural manifestation, with the intellectual reflection it implies, is peculiar to mankind. But however, this man is not our ancestor. He descends from Neanderthal, from which we are genetically different. So where do we come from? To understand it, we must go back on the continent of our origins, with Homo ergaster, our first ancestor. Remember, he spread out all over the African continent, and he evolved as well, for 2 million years. And approximately 200,000 years ago, a new species emerges in Eastern Africa, Homo sapiens. That's us. Progressively, Homo sapiens ventures out of the continent. This is the second time in our history
that man leaves the African continent, but this time, man will invest all territories and adapt to every environment. Homo sapiens, c'est une réussite comme jamais auparavant dans l'histoire de tous les mammifères, je dis bien tous les mammifères. Il n'y a pas un seul mammifère qui a été capable d'aller partout dans le monde comme cela. Je vous donne un seul exemple. Comment croyez-vous que les hommes sont allés en Australie ? L'Australie, on ne peut jamais y aller à pied. Même quand le niveau des mers est très bas, il y a 80 km à traverser. Donc c'est au-delà de l'horizon. On ne va pas à l'horizon parce qu'on a faim. On n'y va pas par nécessité. On y va parce qu'on a une espèce d'interrogation, une motivation fascinante qui les amène au-delà de l'horizon. Aujourd'hui, c'est la conquête de Mars. Et nous sommes comme cela depuis au moins 100 000 ans. Over the millenniums, Homo sapiens goes everywhere. Thus, 40,000 years ago, our direct ancestors invest the European continent. We now call them Cro-Magnon men. And this adventure comes with a surprise. On this newly found land, we're not the first ones. Vers 50 000 ans, 40 000 ans donc, nous les hommes de Cro-Magnon pénétrons en terre européenne et nous allons cohabiter avec Néandertal entre 38 000 ans et 30 000 ans. Et là, ce qui est nouveau et que les préhistoriens mettent en évidence, on voit les cultures de Néandertal qui changent sur influence de Cro-Magnon et certainement dans l'autre sens. Et Néandertal, on commence que depuis peu de temps à le regarder différemment. Ils se maquillaient certainement, ils aimaient les colorants noirs. Et vous savez quoi ? On a de l'ADN de Néandertal. Et il y a 2 ans, on est tombé sur des parties de l'ADN qui codent pour la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. Et les hommes de Néandertal étaient des hommes roux et blonds. Alors que nous, à cette époque-là, nous avions certainement la peau noire. For a long time, we considered Neanderthal to be a subspecies compared to us. However, the most recent progress in genetics confirms that Neanderthal and sapiens are actually 2 different species at a similar stage of evolution. They are both part of mankind. Moreover, Neanderthal is the first lineage to express concerns that are specifically human. Longtemps, ça a été extrêmement troublant, puisque dans la grande tradition de nos mythes, dans la culture occidentale, c'est-à-dire du bassin méditerranéen, il n'y a qu'un seul homme à l'image de son créateur. Et ce que nous sommes en train de comprendre, c'est qu'il y a eu au moins 2 espèces qui avaient forcément des récits sur le sens de la vie, qu'est-ce que nous faisons sur cette terre, et qui par ailleurs, et ça c'est fondamental, avaient certainement des récits sur les commencements du monde. C'est-à-dire se poser la question, qui sommes-nous ? Et d'où venons-nous ? Eh bien, a fait partie des bagages d'une humanité commune, donc c'est absolument vertigineux. Nous avons une seule humanité, mais qui est animée par 2 types d'hommes biologiquement différents. During nearly 10,000 years, we have lived with men and women of a species different than ours. Then, for reasons that remain unclear, Neanderthal passed away. That was 30,000 years ago. That's when Homo sapiens began to face his own solitude with his questions about the world and its origins. Le fait que les humains de l'époque ancienne aient été très peu nombreux faisait qu'ils étaient extrêmement exposés. Les risques de famine, les risques d'être décimés par des épidémies étaient considérables. Donc le sort de la plupart des populations de la préhistoire, c'était sans doute l'extinction. Dans un monde qui aurait eu d'autres variations climatiques, il aurait été tout à fait possible qu'il y ait une extinction complète de sapiens et puis un développement de Néandertal. Et vu les capacités, les caractéristiques qu'il avait, il aurait certainement fait aussi bien que nous, et puis on pourrait très bien être en train de s'interviewer entre Néandertaliens.